L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas d'instinct biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette deuxième émission du podcast Le Deuxième Texte, qui célèbre les idées et les autrices féministes. On est vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui avec mes consoeurs journalistes et chroniqueuses Nassir El Moadem. Bonjour Aude. Et Marie Kirchhoff. Salut. Pour cette deuxième émission, on a choisi de vous parler du livre d'une blogueuse et autrice qu'on aime vraiment beaucoup. Elle s'appelle Valérie Rey-Robert et son livre, c'est Une culture du viol à la française et il est paru en février 2019 aux éditions Libertalia. Valérie Rey-Robert est connue sur Twitter sous le nom de Crêpe Georgette et ça fait des années que toutes les trois, Nassira, Marie et moi, on la suit et qu'elle nous nourrit avec ses tweets et ses biais sur le féminisme. Par exemple, toi, Marie. Ouais, moi c'est vrai que ça fait longtemps que je la suis sur Twitter et sur son blog Crêpe Georgette. Et depuis tout ce temps, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle sort pas un livre ? Parce que j'ai vraiment envie de la lire aussi sur papier. Et du coup, je suis très contente que ça soit enfin le cas. Et idem pour moi, je la suis sur Twitter depuis plusieurs années. Et en fait, je trouve que la présence de Valérie Robert, mais aussi d'autres féministes sur les réseaux sociaux, permet tout simplement à un grand nombre de personnes d'avoir accès à des idées féministes, parfois même à des concepts scientifiques, et à une vulgarisation de ces concepts pour le grand public. Donc c'est vraiment chouette. Et justement, son livre, il est super en termes de vulgarisation et de documentation. C'est une mine d'or d'informations. Vous trouverez dans ce livre tous les arguments pour répondre à votre oncle ou votre collègue qui vous explique que la galanterie, c'est vachement bien. Et ils sont nombreux. Et puis surtout, c'est un ouvrage qui explique enfin, très clairement, ce qu'est la culture du viol. Si nous réalisions un micro-trottoir dans la rue à propos du viol, les mots ne seraient pas assez forts pour en parler. On évoquerait ce crime abominable qui détruit la vie des femmes et dont elles ne peuvent jamais se remettre. Le violeur serait qualifié de monstre, d'être inhumain qu'il faut enfermer à vie, voire tuer ou castrer. Si nous parlions de viol sur des mineurs, les réactions seraient encore plus virulentes. Mais si l'homme est connu, apprécié, et un homme est toujours au moins connu et apprécié de ses proches, voire adulé, on essaye de repousser loin l'inimaginable. C'est faux, elle a menti, il a dérapé, il a des soucis personnels, il a tant de talent. Une culture du viol à la française, page 8. Pourquoi tu as choisi cet extrait, Marie ? C'est vraiment cette ambivalence face au viol qui, pour moi, est vraiment une très bonne illustration de la culture du viol. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce terme, parce que c'est souvent un terme qui interpelle un peu les gens, qui est pas toujours très bien compris. Donc, la culture du viol, c'est vraiment l'ensemble des croyances et des idées reçues qui imprègnent une société à un moment donné. Donc par exemple en France aujourd'hui, pour encore beaucoup de gens, le viol c'est ce qui se passe la nuit dans une ruelle sombre quand il y a un homme probablement déséquilibré qui va menacer une femme avec une arme. Et on sait que la plupart du temps, enfin très très souvent, un viol c'est pas comme ça en fait. Mais malheureusement, on a encore tous beaucoup de préjugés sur les violences sexuelles. Et ce qui se passe, c'est que quand on nous rapporte des faits qui ne correspondent pas à ces clichés qu'on a, là tout de suite on va avoir tendance à trouver des excuses aux violeurs et à trouver des responsabilités à la victime. Et pourquoi ? C'est vraiment parce qu'on cherche des explications à ce crime qui correspond pas à l'image qu'on s'en est faite. Et la conséquence, ça va être toutes ces phrases qu'on entend hyper régulièrement et que liste Valérie Rey-Robert dans son livre. Donc ça va être par exemple, pourquoi est-ce que t'étais habillée comme ça ? Mais t'avais bu, pourquoi est-ce que t'avais bu ? Ou alors on va dire à la victime, mais t'avais déjà couché avec lui, sous-entendu, du coup cette fois-ci ça peut pas être un viol, alors que bien sûr que si. Ou alors il est pas comme ça. Voilà, alors ça va être, il est pas comme ça, je le connais, tu sais qu'il est un peu lourd, donc voilà, il y a vraiment, je pourrais continuer comme ça encore très très longtemps, il y a de très nombreuses phrases comme ça. Et alors, le paradoxe, c'est que ces clichés sont pas du tout nouveaux,
Mais le terme culture du viol, lui, il est assez récent. Exactement. En fait, il apparaît seulement dans les années 70 dans les sphères féministes. Et à ce moment-là, il reste relativement peu utilisé. Et c'est vraiment au tout début des années 2010 qu'il va sortir des cercles universitaires, des cercles militants pour vraiment atteindre le grand public. Et donc aujourd'hui, c'est un terme qu'on connaît beaucoup mieux, qu'on peut utiliser vraiment pour penser la question des violences sexuelles et pour identifier et remettre en cause nos clichés. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'on pourrait se demander pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour avoir ce terme. Nassira? Moi, je pense qu'avant de pouvoir être capable de mettre des mots, de mettre des expressions très précises sur des faits, il faut d'abord être conscient de ces faits, d'abord être conscient qu'ils existent, être conscient qu'ils nous concernent. Et le problème, c'est que sur ces questions-là, que ce soit de viol ou que ce soit d'agression sexuelle, on n'est pas du tout conscient, en fait. On est encore dans la recherche d'excuses, s'agissant de ceux qui font, de ceux qui agissent comme ça, ou d'excuses sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur finalement notre complicité sur ces phénomènes, sur ces faits. On ne veut pas les voir, on les minore, et je crois que c'est ça qui fait que on ne peut pas, ou on n'est pas encore prêt au point d'utiliser une expression qui effectivement est une expression parfaite pour expliquer le phénomène. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, et pour moi aussi, les mots n'existent que quand ils deviennent des sujets de société. Par exemple, il y a 10 ans, il n'y avait pas le mot cyberharcèlement parce que c'était pas encore un sujet de société. Et là, on voit que avec l'exemple de la Ligue du LOL, cette affaire d'un groupe sur Facebook de personnes qui ont journalistes, communicants qui ont harcelé pour certains en tout cas des femmes et des personnes issues des minorités sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans en fait, personne n'en faisait un sujet alors que le groupe Facebook existait déjà parce que en fait, il y avait pas le cyberharcèlement n'était pas un sujet qui était identifié comme tel. Et ensuite, il y a eu le mot parce que c'était devenu un sujet et c'est concomitant en fait. Et on voit que ça a explosé, que ça a fait un débat, que ça a fait un sujet en même temps que le mot est arrivé. Et c'est pareil pour la culture du viol, je pense. Et le mot culture, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que le mot culture, c'est un mot qui concerne la société, c'est-à-dire la communauté des êtres humains dans son ensemble, qui à un moment a conscience que c'est l'effet de groupe qui crée le phénomène. Et ça, il faut en être conscient pour pouvoir l'accepter. Et malheureusement, je pense qu'on en est encore loin, même si c'est une bonne chose que cette expression elle existe. On est encore loin de cette prise de conscience collective. Mais après, le truc, c'est que c'est le tout travail du féminisme de mettre des mots sur des phénomènes, mais pour les rendre visibles. Mais c'est vrai que du coup, faut les identifier. Or, souvent, c'est quelque chose qui est complètement naturalisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée du désir irrépressible des hommes. Enfin, on nous a tout éduqué avec cette idée que voilà, que les hommes peuvent pas se retenir, etc. Et du coup, je pense que pendant très très longtemps, il y avait l'idée que le viol, pour une femme, faut essayer de s'en protéger, mais en gros, ça existe et on peut pas, c'est compliqué à remettre en question. Et ça que je trouve intéressant, c'est que grâce à ce mot-là, on le remet vraiment en question. Oui. C'est ce que dit aussi du coup Valérie Rey-Robert sur ce travail dans son livre. Elle dit un des grands obstacles au féminisme est d'une part des composantes sexistes de notre culture et au premier abord imperceptible. Et le sexisme est parfois ancré si profond dans nos mœurs, il est si banal qu'il en devient presque invisible. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait la culture du viol a été invisible pendant des centaines d'années et que là on a enfin mis ce mot-là. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir bosser là-dessus. Et d'ailleurs, moi, il y a une phrase de Christine Delphi que j'aime beaucoup, qui résume un petit peu ce que tu as dit. Elle dit, donc Christine Delphi, qui est philosophe, théoricienne féministe, elle dit « Les faits n'existent pas avant qu'on les ait vus, pas seulement vus, mais interprétés. » Et c'est le rôle du féminisme et à mon avis aussi des journalistes d'identifier ces faits de société. Alors peut-être aussi pour ajouter une chose importante, c'est que dans la chronologie de l'émergence du concept de culture du viol, c'est quelque chose que Valérie Rey-Robert explique dans son livre, il y a un pic Google Trends qui est identifié. Donc Google Trends, c'est cet outil qui permet de voir à quel moment des mots sont les plus cliqués, les plus recherchés sur Google, sur le moteur de recherche.
Et il y a un pic sur rape culture, enfin sur culture du viol, en 2013. Donc comment on arrive à ce pic qui montre qu'en 2013 ça devient vraiment un sujet? C'est parce qu'avant il y a toute une série d'événements qui se produisent. Il y a notamment la Slut Walk, donc littéralement marche des salopes, qui a contribué à faire émerger ce terme. Alors la Slut Walk, on le rappelle brièvement, c'est une marche de protestation qui est née en 2011 au Canada, après qu'un officier de police a dit que, en fait, pour éviter d'être violé, fallait arrêter de s'habiller comme une salope, je cite. Donc, les slut walk ont permis de faire émerger le terme de culture du viol. Et il y a surtout 4 événements qui vont contribuer à populariser le terme culture du viol. Valérie Rey-Robert les résume dans son livre. Je vais parler des 2 premiers. Donc en 2012, c'est le viol de 2 adolescentes de 14 et 13 ans par des lycéens dans le Missouri. Et en 2012 aussi, le viol d'une lycéenne à Steubenville dans l'Ohio, un état aussi des États-Unis, par des joueurs de foot alors qu'elle était ivre. Il y a aussi eu tout un débat côté pop culture avec la chanson de Robin Thicke, Bloodline, donc qui parle de lignes floues et qui contient vraiment des paroles qui baignent un peu dans la culture du viol et qui avait vraiment fait polémique. Après, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi en Inde, en 2016, il y a cette affaire, une jeune femme qui a été violée et tuée alors qu'elle prenait le bus. Et là, encore une fois, elle a été, on a beaucoup blâmé. Ensuite, il y a des commentateurs qui ont vraiment blâmé la victime. Et donc ça a permis, ces affaires ont fait qu'on a beaucoup discuté de culture du viol. Vous écoutez le 2e texte consacré au livre de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française. Là, on va passer au 2e thème de l'émission. Aude, est-ce qu'il y a une culture du viol à la française? Oui, justement, et pour vous l'illustrer, je vais vous citer non pas Valérie Rey-Robert, mais l'actrice Isabelle Adjani. C'est un extrait d'une interview au Journal du Dimanche, en plein MeToo, en octobre 2017. En France, c'est autrement sournois. En France, il y a les 3 G. Galanterie, grivoiserie, goujaterie. Glisser de l'un à l'autre jusqu'à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l'arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs. C'est l'idée en fait dans cette phrase que la galanterie et cette idée d'une séduction à la française est une forme de passerelle vers les violences. Plus largement, en fait, dans cette phrase d'Isabelle Adjani, il y a l'idée d'une érotisation, d'une sublimation des violences dans notre culture. Par exemple, on pense souvent qu'une femme qui dit non, en fait, pense oui, et que ça serait un jeu de séduction merveilleux et civilisé, de faire semblant de dire non. Il y a un tableau qui illustre très bien ce phénomène. C'est Le Verrou de Fragonard. C'est un tableau où on voit un homme qui est dans la chambre d'une femme qu'il tient par la taille. Cette femme, on la voit très clairement le repousser avec le bras. Elle lui pousse le visage et lui essaye de fermer donc le verrou. C'est pour ça que ça s'appelle le verrou de cette chambre. Et ce tableau, c'est une tentative de viol. C'est clairement une tentative de viol quand on le regarde. Et c'est intéressant de voir que ce tableau, c'était l'affiche d'une exposition assez récente sur Fragonard, qui s'appelait Fragonard amoureux. Et il y avait un décalage entre le titre de cette exposition et le tableau qui représentait une tentative de viol. Enfin, l'idée que faisait passer cette affiche, c'était que l'amour, c'est du viol. Et la galanterie, c'est aussi cette idée-là que les rôles actif, passif ou chasseur-proie serait délicieux, serait appréciable. Et c'est super bien démontré dans le livre de Valérie Rey-Robert que les figures de galants ou de libertins que nos intellos français adulent, en fait, sont beaucoup moins reluisantes que ça. Par exemple, dans Les Liaisons dangereuses, le vicomte de Valmont viole Cécile de Volanges. Il y a une autre figure de soi-disant
soi-disant galant ou libertin qui est Casanova. Philippe Solers, l'écrivain, a écrit une biographie qui s'appelle Casanova l'admirable, et en fait le soi-disant admirable Casanova, il a acheté une paysanne de 13 ans en Russie pour la transformer en objet sexuel, et il a mis enceinte sa propre fille. Donc on voit que les figures de libertins, de galants qui sont adulés, elles sont loin d'être irréprochables et propagent cette culture du viol. Alors du coup, j'ai une question pour vous les filles. Ce que je trouve intéressant en filigrane de ce débat, c'est la question des limites. Où s'arrête la drague et où commence le harcèlement pour vous ? Bah, moi, je t'avoue que je suis un peu gênée de poser la question dans ces termes-là, en fait. Parce que pour moi, c'est pas vraiment une question de gradation de où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça commence. Pour moi, c'est vraiment une différence de nature qui est radicalement différente. Pour moi, la drague, c'est vraiment essayer de plaire à une personne, essayer de se montrer spirituel, drôle, de découvrir si on a des points en commun, etc. C'est vraiment ce truc-là de séduction. Alors que, en fait, le harcèlement, c'est de nature complètement différente. Au contraire, là, c'est forcer en espérant que la personne finisse par céder. Donc moi, c'est vraiment la différence entre la drague, avoir envie que l'autre nous désire, et le harcèlement, c'est imposer son désir à l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes, en fait. Et moi, je trouve que c'est important aussi de laisser aux victimes, aux cibles, aux personnes qui ont à un moment été harcelées ou été draguées lourdement, de choisir tout simplement librement les mots qu'ils et elles veulent poser sur ce qu'ils ont subi, parce qu'il y a souvent une injonction quand même sociétale à mettre les bons mots à chaque fois, les mots justes. Parfois il y a aussi des dérives vers des considérations très juridiques avec des points très précis. Or ce qu'on a vécu dans sa chair, l'atteinte à son intimité, elle nécessite à mon avis très fortement que chacun puisse pouvoir poser les mots qu'il ressent, qu'elle ressent, parce que ce moment-là a été violent et que ce moment-là, il nécessite de mettre ce mot-là et ce mot de harcèlement, et qu'il faut laisser de la liberté aux personnes de pouvoir le faire. Et donc du coup, évidemment qu'il y aura des positions contraires, il y aura des positions qui seront celles plutôt officielles de la police, voire de la justice, et qui vont considérer qu'il faut rentrer dans les fourches codines d'une définition juridique très précise. Mais il y a aussi de l'autre côté ce qu'on a ressenti vraiment très profondément dans son intimité quand on a été violenté. Moi, j'ai l'impression que le flou qui est savamment entretenu entre les deux, c'est aussi de la part des agresseurs. Enfin, c'est un vrai pour eux, ils font exprès de faire ça. On voit bien, il y a eu cette vidéo sur le thé et le consentement qui a été hyper virale. Donc on voit, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment l'idée, c'est on compare à, si vous proposez du thé à quelqu'un et que la personne vous dit ah non merci, en fait vous acceptez sans problème. Et donc pour un rapport sexuel, ça devrait être la même chose. Et vous devriez pas insister et dire mais avec du sucre ou avec un nuage de lait. Non, en fait. Et c'est vrai que Valérie Robert fait aussi la même comparaison avec le dessert. Si on te dit oh non merci ou oh non pas tout de suite, on comprend très bien que c'est un non. C'est un non. C'est un non, on le sait. Et par contre, on voit que pour toute la sphère sexuelle, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce non, ou qui font semblant de ne pas l'entendre, et qui vont là insister, continuer, redemander encore et encore. Et là, c'est du harcèlement, oui, clairement. Alors, moi, je suis d'accord avec vous deux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites des choses qui sont presque opposées, mais qui peuvent se rejoindre finalement entre le besoin d'une norme et de dire non, la drague et le harcèlement c'est différent et c'est important de les poser comme différents, et le ressenti qui lui est super subjectif et qui lui peut du coup est moins clair que cette opposition entre les deux qu'il faut tracer en fait. Et donc moi je trouve ça hyper légitime de mettre en garde contre cette confusion qui est clairement entretenue par le mouvement anti-MeToo. Par exemple, on avait le Figaro Magazine qui, au moment où les femmes dénonçaient des violences sexuelles en plein Balance ton porc et MeToo, qui avait titré sur la société du tout interdit avec un panneau interdiction de draguer. Alors, des femmes étaient en train de dénoncer des violences sexuelles et le Figaro titre sur interdiction de draguer. Donc, clairement, ça entretient une sorte de confusion qui est, à mon avis, néfaste. Mais moi, là où je pense que c'est important quand même de continuer à discuter autour de ces notions et d'essayer de définir des frontières claires, c'est que elle existe quand même, cette confusion. Elle existe au sein du mouvement féministe.
dans le sens où toutes les femmes ne mettent pas le curseur au même endroit. C'est intéressant parce que Marie et Nassira, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Par exemple, moi, je vais donner des exemples sur mon mur Facebook au moment où j'avais fait... je préparais un article sur la drague de rue, justement. J'avais fait une sorte d'appel à témoignage sur mon Facebook. Et il y avait une porte-parole d'OLF, une ancienne porte-parole, d'OLF, qui assimilait un bonjour dans la rue à une intrusion. Pour elle, c'était une intrusion. Alors, ça, c'est déjà une petite chose, mais il y avait encore plus clair dans cette espèce de confusion. C'était une ex-membre des chiennes de garde qui disait ce qu'on appelle euphémistiquement drague de rue, les féministes l'appellent le plus souvent harcèlement sexuel. Et voilà, moi, je pense que si on essaie avec bienveillance de se mettre dans la peau des gens qui ont peur de cette confusion et qui du coup peuvent devenir anti-MeToo, anti-balance ton porc, etc. C'est cette peur en fait que un simple bonjour dans la rue devienne soit pris comme du harcèlement, etc. Et donc c'est vraiment important, je pense qu'il y ait toujours des discussions au sein du mouvement féministe pour essayer d'avoir une sorte de consensus sur qu'est-ce qui est de la drague et qu'est-ce qui est du harcèlement. Ouais, enfin, je trouve ça intéressant de voir effectivement les réactions à MeToo. Moi, j'étais sidérée par super choquée par la couve du Figaro Magazine. Je trouve ça délirant. On dit attention, faut pas violer, le viol c'est mal, et tout de suite c'est oh là là, on a interdiction de draguer. Mais ça, enfin, franchement, ce que ça dit de la sexualité hétéro, et en l'occurrence de la sexualité masculine, enfin c'est hyper grave parce que si vraiment les gens font une confusion telle, moi après faut pas être non plus complètement leurré dans le sens où ça sert aussi une idéologie beaucoup plus large, c'est-à-dire que là cet exemple-là c'était du pain béni pour illustrer le concept de société qui interdit absolument tout, et donc en fait là on parlait de la drague mais on parlait aussi du reste, de la cigarette, etc. Donc faut pas être non plus dupe de l'utilisation et de l'opportunisme finalement sur une affaire comme celle-là. Ouais, mais c'est vrai que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu on va plus leur draguer. Moi, honnêtement, si j'étais un mec, je serais saoulée qu'on me décrive comme étant quelqu'un qui est qui a un comportement un peu d'animal et qui pense qu'avec sa bite. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus. C'est aussi faire un mauvais procès de confondre les deux en fait. Oui, tout à fait. Mais oui, mais tu vois aussi que cette confusion, elle existe parce que pour certaines femmes, un bonjour est déjà caractérisé comme du harcèlement sexuel dans la rue. Là, dans l'exemple que tu dis, elle dit pas harcèlement en l'occurrence. Elle dit intrusion. Elle me dit intrusion, et oui, c'est une intrusion. Enfin, par ailleurs, moi, il y a je veux dire, on voit très bien que dans la rue, c'est beaucoup. Moi, honnêtement, il y a jamais une seule femme dans la rue qui m'a dit bonjour. C'était systématiquement des hommes qui se permettaient d'interrompre ce que j'étais en train de faire, y compris quand j'étais en train de lire, y compris quand j'étais en train d'être au téléphone, etc., pour effectivement faire une intrusion de bonjour et commencer à tchatcher, etc. Et jamais une femme. Enfin, c'est un comportement qui est extrêmement genré. Donc juste, je pense qu'on peut le repérer que c'est un comportement genré. Et voilà, moi, je connais pas je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait souvent à des militantes féministes de dire elles sont parano, elles pensent qu'un simple bonjour c'est du harcèlement sexuel, etc. Enfin, j'ai pas sérieusement quelqu'un qui a maintenu ce genre de position. Moi, j'ai jamais vu ça. Intrusion et harcèlement, c'est pas pareil. Bah, on pourra aller voir ensemble ce qui était écrit sur ce mur Facebook, si tu veux. Mais bon, je propose qu'on passe peut-être au thème suivant. On va parler des stéréotypes liés aux violeurs, et notamment des stéréotypes racistes et classistes. Vous écoutez le deuxième texte consacré à Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert. On a beaucoup parlé pendant un moment des tournantes pour désigner des viols collectifs en banlieue. Et le fait même qu'on ait inventé un mot spécifique pour parler de tournante, alors que tournante, c'est une expression qui devrait être réservée aux jeux avec des balles de ping-pong, ça en dit long sur l'imagerie qui nous habite. C'est ce qu'explique Valérie Rey-Robert. Et Nassira, tu vas nous lire un extrait. Le violeur, c'est l'autre, et pour s'en rassurer, il convient de repousser cette entité barbare au banc de la norme. Ainsi, nous avons doté les agresseurs sexuels hypothétiques de stéréotypes bien particuliers. Ils seraient issus des basses classes, étrangers, en marge de la société, au sens strict, en banlieue, c'est-à-dire autour de nous, en périphérie,
jamais au centre, au cœur de ce que nous reconnaissons comme un nous collectif acceptable. Le violeur est dehors, jamais dedans. C'est à la page 131 du livre Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert. Et ce passage, pour moi, il illustre parfaitement ce qui caractérise notre rapport au viol, notre rapport aux atteintes à notre intimité dans notre société. Le viol, comme le dit Valérie Rey-Robert, c'est forcément l'autre. L'autre en ce sens qu'il est en dehors de nos familles, en dehors de nos cercles, étrangers, banlieusards, musulmans. En fait, tout ce que le nous collectif a construit dans l'imaginaire et le récit national comme cet autre qui ne nous appartient pas. Pourtant, toutes les études statistiques montrent que les agresseurs sexuels sont majoritairement proches de leurs victimes. Un conjoint, un ami, un cousin, un supérieur hiérarchique. Avec 500 000 femmes victimes de violences en France métropolitaine par an, c'est le décompte qui a été fait par Amnesty International et qui cumule les violences conjugales, les agressions sexuelles, harcèlement de rue, harcèlement au travail, etc. Ceci implique, et on est d'accord je pense pour le dire, que tout le monde est concerné et que les lieux de ces crimes sont bien les nôtres. C'est notre foyer, c'est celui de l'agresseur, c'est notre lieu de travail, c'est des endroits qui nous sont familiers. C'est là, en fait, où on est censé être en sécurité, des endroits où, par définition, nous sommes en confiance. Et le fait que le viol soit encore tabou de nos jours montre, en fait, notre tolérance face à des crimes qui nous concernent par leur proximité. Et puis, je pense que les filles en France, il y a une affaire aujourd'hui d'actualité qui illustre parfaitement cette idée. C'est celle des viols sur mineurs par le prêtre Bernard Prénat au sein du diocèse de Lyon. Le cardinal Barbarin, vous le savez, a été condamné pour non-dénonciation de crime, alors qu'il avait été informé en 2014 par une des victimes. Il a fait appel depuis. Et c'est hyper intéressant d'entendre les micro-trottoirs à la sortie de l'église à Lyon, avec des femmes, des hommes, parfois même souvent des femmes. Alors après, ça interroge sur la pratique religieuse, c'est un autre sujet, mais des femmes qui disent que cet être cardinal Barbarin était délicieux, qu'il est impossible qu'un homme comme lui puisse avoir tué pendant des années de tels crimes, que c'est un homme de confiance, que c'est un homme de bonne foi, pour le jeu de mots. Et en fait, ceci interroge sur notre sociabilisation, sur le fait que nous avons remis notre confiance à un homme, a priori au-dessus de tout soupçon, et que cette confiance, elle a été trahie, et que nous l'acceptons. Et alors, il y a une autre idée reçue, c'est le fait que les violeurs sont des hommes à la marge de la société. Eh oui, et là encore, les faits tordent le cou aux préjugés. Et Valérie Rey-Robert le dit très bien dans son ouvrage. Elle cite une étude très intéressante qui porte sur les affaires de violences sexuelles jugées par le tribunal de Créteil dans le Val-de-Marne. Il apparaît que la moitié des hommes mis en cause dans ces affaires, sont en couple. Et 65% d'entre eux sont insérés dans la vie active. On est donc bien loin de l'image de l'homme frustré, en marge de la société, que ce soit dans sa vie sexuelle ou bien dans sa vie active, dans sa vie sociale. Et le cas des instrumentalisations au service des thèses politiques est aussi important pour comprendre ce phénomène. Souvenez-vous, il y a eu les agressions sexuelles à Cologne, en Allemagne, le 31 décembre 2015 pour la Saint-Sylvestre, et la polémique qui s'en est suivie. L'extrême droite, et pas seulement d'ailleurs l'extrême droite, s'était servi de ces agressions pour accuser les réfugiés accueillis par l'Allemagne. Sauf que en février 2016, le procureur de Cologne a révélé que sur les 58 agresseurs arrêtés, 3 seulement étaient des réfugiés. La perversité raciste qui consiste à ne parler que de ces crimes lorsqu'ils sont commis par les étrangers était enfin dévoilée. Et ces perceptions et utilisations, elles se remarquent aussi dans le vocabulaire qui est utilisé. On en a un peu parlé, des mots qui sont utilisés pour parler de ces questions-là. Par exemple, tu le disais tout à l'heure, Aude, on parle de tournante quand on veut parler de ces viols collectifs qui sont le fait de personnes vivant en banlieue, mais on ne parlera donc jamais de viols collectifs, on parlera de tournante. On parle aussi de crimes d'honneur pour pareil les banlieues, et puis en revanche on va plutôt parler de crimes passionnels ou utiliser d'ailleurs l'expression viol collectif pour parler de ces violences qui sont faites partout ailleurs. Et à l'inverse, je trouve ça intéressant aussi que Valérie Rey-Robert attire l'attention sur le fait que il ne faut pas rentrer non plus dans une lecture inverse qui consisterait à voir tous les hommes de pouvoir forcément criminels, forcément violeurs en puissance, et que il est bon effectivement d'être dans la nuance et de mettre les bons mots sur les phénomènes. En réduisant le viol à des pratiques qui concernent les autres,
bien en fait tout ça, ça permet d'éviter de voir le viol comme un outil de domination masculine que chacun continue à légitimer et cela évite de s'interroger sur ses propres responsabilités. Et moi j'ai une question du coup, les filles, après ces discussions autour de cette question de la culture du viol, comment on fait pour en sortir, comment on fait pour combattre et quelles solutions on peut trouver? Marie? Moi, je pense vraiment que que ça doit passer beaucoup par la parole, par parler encore et encore et encore de ça. Enfin, pendant des années, on n'a pas parlé. Là, je suis très contente qu'avec MeToo et tous ces mouvements-là, on analyse beaucoup plus les questions de culture du viol. Et un truc important qui est pointé par Valérie Rey-Robert dans son livre, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on connaisse mieux les violeurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal, enfin, il y a eu quelques enquêtes qu'on appelle enquêtes de victimation, où en fait, on va parler à des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Mais par contre, on n'a jamais fait le travail pour les violeurs. C'est-à-dire qu'elle cite notamment les travaux de David Lissac sur les violeurs non détectés. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les violeurs qui ont été condamnés par la justice, etc. C'est vrai que ça serait intéressant de mieux connaître qui sont ces violeurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra avoir des campagnes qui vont être beaucoup plus efficaces. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un travail qui n'a pas encore été fait, qu'il faut vraiment mener dans les prochaines années. Moi, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire au niveau de l'éducation. Et là, ça va beaucoup plus loin, évidemment, que la question des viols et des agressions sexuelles. C'est tout simplement la place des filles, des jeunes filles, au sein d'une communauté, en l'occurrence d'une classe, par exemple, ou à l'école, ou même dans les foyers, tout simplement. Moi, je trouve qu'il y a toujours une dissension qui est faite entre les injonctions qui sont faites aux filles, même très très jeunes, et finalement la place qu'on donne aux garçons. Encore aujourd'hui, moi je trouve que et moi je le vois chez moi dans mes propres entourages, on demande toujours aux filles, on dit toujours aux filles de faire attention sur la manière dont elles sont habillées, sur quand elles sortent dehors, etc. Et c'est des choses qui effectivement on ne dit encore toujours pas aux garçons, et donc ça c'est une question d'éducation. On encourage aussi les petites filles, on encourage beaucoup moins les petites filles à parler. Voilà, la prise de parole, par exemple, ça c'est hyper important. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel la France a encore énormément de progrès à faire quand on voit des sociétés notamment scandinaves. Moi je connais un peu la Finlande par exemple, et comment on aide beaucoup les élèves dans leurs ensembles à apprendre à prendre la parole, à apprendre à écouter les autres, à laisser les autres aussi s'exprimer et du coup se mettre en retrait. Et ça c'est quelque chose qu'on doit fondamentalement travailler, et ça concerne souvent quand même les filles. Donc oui, cette approche éducative pour moi elle est fondamentale. Ouais, je pense qu'il y a effectivement tout un travail à faire sur l'égalité en général. Il y a aussi une discussion à avoir avec genre les fils, parce qu'on souvent la mère va avoir une discussion avec sa fille sur attention, mais pas de jus, fais pas ci, fais pas ça, comme si ça pouvait empêcher les viols, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Et par contre, on n'a jamais une discussion avec nos fils ou nos frères, etc. Parce qu'en fait, c'est impensable pour nous de se dire que peut-être qu'un jour ils vont commettre des violences sexuelles. Moi, je le fais. Moi je le fais. Mon fils il a 6 ans et demi, alors évidemment que je lui parle pas d'agression sexuelle et de viol, on est complètement d'accord, mais en revanche je fais très attention à ce qu'il laisse sa sœur, parce qu'il du coup il a une petite sœur qui a 3 ans et demi, parler, qu'il ne la coupe pas quand elle est en train de discuter. Ça c'est un sujet fréquent à table, c'est-à-dire quand ma petite fille parle, en plus elle est vraiment dans l'apprentissage, et qu'il la coupe, on le lui dit en permanence, et je crois que maintenant il a compris que il y a un moment où effectivement lui il parle et il a la lumière, et il y a un moment où la lumière s'éteint sur lui et elle s'allume sur sa sœur. Et ça effectivement c'est des apprentissages très très tôt quoi. Ouais. C'est super important aussi de dire aux petits garçons, de pas leur dire quand ils pleurent, ah mais non mais t'es un garçon, tu pleures pas. Enfin aussi de leur dire qu'ils ont le droit d'être sensibles, qu'ils ont le droit d'être fragiles aussi parfois, parce que si on les habitue à être des espèces de guerriers qui ont jamais le droit de pleurer et qui doivent toujours être des combattants, voilà, ça va dans le sens pas d'une incitation à la violence, mais il y a un continuum quand même. Et puis d'une assignation genrée, comme tu le disais tout à l'heure Marie, où effectivement on mettrait dans des cases les jeunes filles, les filles qui devraient être ainsi, et les garçons qui, à l'inverse, devraient être autrement. Et j'ai l'impression que le seul discours qu'on a un peu tenu auprès des garçons, c'était ce côté de quand une fille dit non, c'est non. Et même ça part d'une bonne intention. Et même ça, c'était complètement retourné contre les femmes. Parce qu'après, c'est utilisé pour dire, mais est-ce que t'as vraiment dit non ? Tout à fait. Est-ce que tu l'as dit de manière assez audible pour qu'ils s'en rendent compte ? Et enfin, ça, c'est vraiment un slogan qui est un peu piégeux pour les femmes. Et donc, il faudrait vraiment trouver une autre manière de parler de culture du viol. Ouais, absolument. Et alors, je voulais ajouter un point au rayon des solutions, puisque c'est ce dont on parle, c'est les médias.
Enfin, on est toutes les 3 journalistes et donc je pense et puis on est toutes les 3 membres d'une association qui s'appelle Prenons la Une, qui lutte pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions. Et on est sensible à faire en sorte que les médias ne véhiculent plus cette culture du viol. Il y a un blog de Sophie Gourion qui s'appelle Les mots tuent, qui épingle les titres de presse qui plaisantent avec les féminicides ou les meurtres de femmes, du type il frappe sa femme parce qu'elle n'aime pas la soupe. Voilà, c'est un titre que j'ai repéré. Et donc Prenons la Une a fait une sorte de charte, enfin on a appelé ça des outils sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Et on a 12 recommandations, avec dedans notamment le fait d'éviter les précisions sur les vêtements, le physique ou les habitudes de vie de la victime, le fait de bannir les termes, on en a déjà parlé, de crime passionnel ou par exemple aussi de drame familial qui vont minimiser totalement ou rendre glamour quelque chose qui ne l'est pas du tout. Enfin, le drame, c'est un genre théâtral et c'est nullement un terme qui est adapté pour décrire des meurtres. Faut aussi éviter les verbes avouer ou reconnaître quand on parle des victimes qui parlent de leur viol. Par exemple, non, une victime de viol n'avoue pas avoir été violée, parce que ça serait comme si elle-même avait commis un crime quand on utilise ce terme. Voilà, donc ces outils ont été signés par une dizaine de rédactions. Il y a notamment France Télévisions, France Média Monde, France Info, France Inter, Mediapart, Elle, Cosette, Libération, voilà, je les cite pas tous. Et moi, personnellement, je suis assez fière de ce qu'a fait Prenons la Une là-dessus. Je pense que c'est une des actions les plus utiles de notre association. Voilà, et bien c'est la fin de ce 2e épisode du 2e texte. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, à nous suggérer aussi des livres qu'on pourrait présenter. Si vous avez aimé le 2e texte, vous pouvez nous retrouver sur le site de slate.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou votre appli de podcast préférée, quelle qu'elle soit. Mettez-nous une pluie d'étoiles, on adore les étoiles. Prochaine émission dans un mois. Merci Marie, merci Nassira. Merci. Merci. À bientôt dans le 2e texte.